Rubia India, Chad. Ben voilà à quoi ressemble un vendredi ici, lorsque je suis avec mes amis analystes et d'autres personnes ici en train d'analyser les marchés. On est tranquillement posé ici dans un restaurant, donc vous voyez exactement ce que nous on fait. On traite toujours, donc avec moi il y a mon ami Benjamin. Benjamin, hola. Benjamin est ici, c'est un client en moi. Aujourd'hui c'est un analyste avec moi au www.justin.com. Là on a Sergio. Et ici avec nous, on a James. Vous voyez Sergio, regardez, on a la caméra. Là c'est Sergio. Et ici, on a qui encore? Et ici, on a avec nous James Wedenbach. Vous l'avez déjà vu avec moi dans certaines vidéos et il est ici. Ok, donc ça c'est le mentor de tout le monde ici. Ok, bon, un coucou à tout le monde. Donc voilà exactement ce qu'on fait nous les vendredis. Donc voilà, comme ça vous voyez exactement comment est-ce qu'on travaille. Bon, on travaille, on a des traders institutionnels avec nous. On a ici des personnes qui sont là, on est posé tranquillement un vendredi soir et vous voyez qu'on analyse tous les marchés tranquillement. On est là en train de parler de tout, on parle du marché en général, on regarde la volatilité, on regarde les opérations et tout ce que l'on a. Et voilà comment est-ce que l'on avance. Ok, donc là vous avez vu exactement ce qu'il y a. Ils ont envoyé un coucou et un autre bonjour à d'autres compagnons qui ne sont pas avec nous. Voilà exactement ce qui se passe. Ok, voilà, un grand merci à vous et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc un rebonjour après cette petite introduction. Comme ça, vous avez vu exactement ce que je fais durant la semaine. Donc, à part gérer les portefeuilles, à part les consulting et tout ce qu'il y a, tous les vendredis, je me réunis avec mon équipe. Donc, on a un peu plus que ça. Il y en a certains qui ne sont pas là. Il y en a quelques-uns qui sont en déplacement, qui sont ailleurs. Donc, vous avez vu, on a James qui s'est joint à nous, qui est un ancien trader, plus de 35 ans dans les marchés financiers. Il a été à Wall Street, Tokyo, Singapour, Francfort en Allemagne, bien sûr, en Espagne aussi. Il a fait la Suisse et la City of London. Donc lui, c'était un ancien trader de dettes, donc les bonds, le bond market et bien sûr le FX market. Donc ses insights et son expérience. Et le côté psychologique aussi est toujours là pour nous donner des bons conseils et des bons tuyaux. Et vous voyez que c'est ça. Donc réellement, quand je dis que c'est ça, c'est quoi? Vous devez comprendre que le trading, c'est réfléchir. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'infos, comme aujourd'hui on est en train de faire le crypto rapport. Vous voyez que lorsqu'on reprend toute cette info, il faut digérer cette information et il faut en faire quelque chose. Donc par rapport à ça, nous on se dit, tiens, on a vu qu'il y a eu autant d'infos, et toutes les infos qu'il y a eu, il s'est passé ça dans le marché, maintenant on fait quoi? Quelle est notre projection? Comment est-ce qu'on va se repositionner? Et qu'est-ce que l'on va faire nous exactement? Et ainsi de suite. Vous voyez, est-ce qu'on doit rester calme? Est-ce qu'on doit retourner dans les marchés? Est-ce qu'on doit rester tranquille? Et ça va descendre un peu plus, ça va remonter. Donc vous voyez, on vient vraiment générer des idées. Moi j'amène toujours mon côté mon côté paranoïaque, donc moi je suis là pour gérer le risque, où sont les risques, et après voilà, donc on détermine un peu quelle va être comment dirais-je, notre approche du marché, si on doit être un peu plus agressif, beaucoup plus calme, ou si il faut carrément s'asseoir sur ses mains et laisser passer. Ok, donc voilà, donc là bien sûr comme vous le savez, aujourd'hui tous les samedis on fait le crypto rapport. Comme je vous dis, voilà, je vous ai un peu montré cette petite réunion, cette petite intro pour voir vraiment, voilà, comme ça vous voyez ce que moi je fais durant la semaine, pardon, et comment est-ce que je passe mes vendredis et comment est-ce que je me prépare durant la semaine. Donc ça c'est avec le groupe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va directement aller ici au crypto rapport, mais vu qu'on a un crypto rapport, comme vous avez vu, qui était, on va dire que la couleur réellement, donc le ton, ça va être la baisse, tout ce qui est au niveau de la baisse, au niveau Bitcoin global. Donc vous voyez ici le programme, plus ou moins tout ce qu'on a, donc Bitcoin global. En Afrique, il s'est rien passé de grand. Aux États-Unis, on a eu quelques news. En Amérique, donc c'est l'Amérique latine principalement. En Asie, il y a eu beaucoup de news, donc au sujet de tout ce qui s'est passé. Vous voyez ici l'Europe. On va donner ça, donc on va donner le côté global et le côté banquier et institution, vu qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont venues se rajouter. Cela, on va le garder pour demain. Donc demain, en plus de tout ce qui est le Bitcoin trading, donc Bitcoin trading, Bitcoin cash trading, Bitcoin Gold, cette week de X et Bitcoin Diamond, bon les deux derniers, il ne se passe pas grand chose. Donc ça, le reste des news, on va les donner demain directement. Pourquoi? Vu qu'il y a, on va mettre énormément d'accent sur ce qui s'est passé cette semaine-ci, vu que cette semaine-ci, c'était une semaine catastrophique pour beaucoup de personnes et une semaine bien pour d'autres personnes. Et donc voilà, donc il y a pas mal de news et de vidéos qu'on va regarder comment dirais-je, en rapport à cela. Donc je vais séparer les deux émissions, ou bien aujourd'hui on va avoir une émission de 6 heures. Et je sais que tout le monde n'a pas tout ce temps, donc j'essaie quand même de garder ça, on va dire 1 heure quart, quelque chose pareil. Même aujourd'hui on va concentrer le tout en 1 heure et demain on va donner le reste avec ce qui s'est passé vis-à-vis du Bitcoin. On va avoir une demi-heure quand même
de news hein, pour terminer tout le côté banquier, institution, ainsi de suite, ou bien même faire une vidéo à part dans lesquelles je viendrai commenter ces news-là. Oui, comme ça, vous allez pouvoir les regarder bien tranquillement et ça ne va pas faire des vidéos qui sont trop lourdes, ok? Donc voilà, ça c'était pour la petite intro. Donc vous avez vu ma petite intro du vendredi, comment est-ce que je passe tous mes vendredis. Là, vous avez vu le programme, tout ce que je vais donner ici lors du crypto rapport. Comme je dis toujours, ne vous inquiétez pas, tous les liens vont vous être vont être partagés dans les descriptions des vidéos. Donc une partie aujourd'hui, donc vous voyez, on va faire le côté global jusqu'à l'Europe. Et dans la vidéo de demain, bon, on va partager tout le côté banquier, enfin tout ce qui est banquier et institution et le reste des coins. Donc principalement Bitcoin Cash, comme vous avez vu qu'il y a pas mal de news avec cela. Et le reste bien viendra après où il y aura une vidéo réellement à part par rapport à tout cela. Ok. Donc aujourd'hui, crypto rapport, on va y aller tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver au www.jctum.com. Ben, comme ça, ben, vous aussi, vous allez pouvoir, si vous venez en consulting privé, ben, vous allez pouvoir faire partie aussi comment dirais-je, de mon centre d'intelligence, hein, comme vous avez vu, comment est-ce qu'on réfléchit. Rappelez-vous que le trading, c'est réfléchir et ensuite on va dans on regarde ce qui se passe dans les graphiques, ainsi de suite, pour déterminer des points d'entrée et voir si réellement, ben, il y a des probabilités, des opérations à forte probabilité de succès pour nous. Ok? Donc, maintenant, en fin d'émission, on reviendra sur le www.jctum.com, mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-ci? Bah, c'était une grande baisse, et cette grande baisse qui venait de pays, principalement qui venaient d'Asie. Donc là, en commençant, on a toute une série de vidéos. Toute le premier aparté de Bitcoin Global, ça va toujours parler de la même chose. Et ça va parler de quoi? Bah, comme vous voyez le titre ici de la vidéo de CNBC Africa, qu'est-ce qui a causé ce crash dans les cryptos? Rappelez-vous que si on a une petite distribution, ça peut aller de 2, 3, 4, 5 à 10%, mais une fois qu'on dépasse les 15, les 20 et les 25%, là on parle directement de correction. Et si on est au-delà des 25%, bah, on parle carrément de crash. Donc vous voyez que la correction était lente. Hein. Depuis que le Bitcoin avait atteint les 20 000, on a vu qu'il est tombé jusqu'aux 9 800 dans certains exchanges. 9 800, ça l'a atteint il y a moins de 48 heures. Donc là, on parle réellement de méga correction. Et pour certains qui aiment bien alarmer, tirer les sonnettes d'alarme, ainsi de suite, c'est parler de crash. Mais bon, un crash, on n'est pas dedans. Là, c'est une méga correction et tout simplement, c'est ça. Et il le fallait. Donc, rappelez-vous, ça fait un bout de temps on était déjà en train de voir cela. Donc ici, vous avez des vidéos. Donc tout ce qu'on va voir principalement, hein, ça parle exactement de la même chose. Mais en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui a causé cette méga correction? Et c'était dû à quoi? Et maintenant, vous voyez qu'il y a pas mal de spécialistes dans l'univers blockchain et crypto, ainsi de suite, qui vont chacun donner leur point de vue. Et donc, c'est très intéressant. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a énormément de vidéos et pas mal d'articles. Rappelez-vous, tout ça, ça ne va parler que de la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette grande correction. Et chacun amène son point de vue. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour voir ce qui s'est passé. Principalement les régulations, principalement venant d'Asie, principalement la Corée du Sud, la Chine, ainsi de suite, tout ce qui s'est passé. Et on a vu comment est-ce que ça a perturbé tout l'écosystème des cryptos. Et voilà exactement. Les résultats, c'était quoi? Des prix bien plus bas. Et cela, ça a causé des problèmes pour beaucoup de personnes, surtout beaucoup de personnes novices qui comment dirais-je, ne sont pas habitués à ce genre de mouvement. Et comme je le disais, bien sûr, rappelez-vous que lorsque vous pouvez faire du short selling, donc c'est-à-dire vente à découvert, vous pouvez profiter de cette baisse. Là, comme moi, hier, quand j'en parlais à mes partenaires et tous ceux qui étaient avec moi dans la petite réunion, voilà, j'aurais exposé mon idée de short selling, ce que j'avais et comment ça s'était passé et pourquoi et comment j'étais arrivé là. Et bien sûr, ici avec vous, je le partage lorsque vous regardez les crypto trading de tous les dimanches. Donc, vous voyez exactement qu'est-ce que je vois, les analyses que je fais ici avec vous, que je partage ici avec vous, bien sûr, durant une heure ou quoi que ce soit. Là, on les partage aussi en dehors des vidéos avec le groupe. Et hier, on a une réunion de 5 heures. Donc, on était là de 5 heures de l'après-midi, donc de 17 heures jusqu'à 22 heures. On était là en train d'analyser tout ce qu'il y avait analysé. Donc, pas uniquement crypto. Vous savez bien que je suis un spéculateur, donc je regarde les choses, énormément de classes d'actifs, mais c'était un plus. OK? Donc voilà, donc toutes les vidéos que vous allez voir ici pour le moment, toutes en train de parler de cela. Donc qu'est-ce qui a causé le grand crash? Encore ici, on reste avec la même vidéo du crypto trader et c'est une émission qui est très bien. Pourquoi? Parce que la personne qui présente le crypto trader, c'est un ancien broker, donc c'est une ancienne personne qui était dans les marchés financiers et maintenant, voilà, il est journaliste, il travaille à CNBC, mais il continue à investir dans les cryptos, il gère son propre portefeuille de crypto et vu qu'il connaît beaucoup de monde à Wall Street et ainsi de suite et dans pas mal d'endroits, beaucoup de personnes qui étaient dans Wall Street aussi, se sont mises aussi à être dans les dans la sphère des cryptos, donc monter des crypto funds et ainsi de suite. Et donc, il a toujours des intervenants de top qualité. Donc, voilà, ici, vous avez les liens de cette, comment dirais-je, vers le crypto trader. Donc là, c'est l'épisode 1 de 2018 et vous allez voir exactement, voilà, tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est une émission super intéressante. Donc là, il fait... avec tous les intervenants, il parle de la projection de 2018. Donc voilà. Maintenant, on continue et on voit encore quoi? Le Bitcoin plunge. Donc, vous voyez ça, comme je l'ai dit, ça va être principalement ce qui va nourrir
comment dirais-je, toute notre émission d'aujourd'hui, eh ben, tout ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que le prix a été en dessous des 10 000. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, près de 50% de baisse hein, depuis les 20 000. Grande perte de market cap, et ainsi de suite. Donc, tout est expliqué là. Donc, oui, tout ce qu'on va voir maintenant, ben, ça nous parle de ça. Hein. Encore une autre vidéo ici qui parle encore de la baisse des cryptos en dessous des 10 000, et ainsi de suite. Donc, oui, ça reste toujours là. Et là, c'est Boris Schroesberg, je pense. Oui, je pense que c'est lui qui commente ici, de BKK Asset Management depuis Wall Street. Et donc voilà, il parle réellement des mêmes points que l'on va voir. Donc la Chine, la Corée du Sud et principalement, ben voilà, le grand boom qu'il y a eu. Enfin, le grand boom, le grand crack qu'il y a eu. Et on a vu cette correction. Ok, donc continuons encore une autre vidéo ici. Et ici, c'est quoi? Ben voilà, encore tout ce qui est en train de se passer. Encore une forte baisse. Et ici, c'est quoi? Ben, on voit crypto collapse. Et on parle de quoi? Ben, le gros problème, c'était quoi? Ben, c'était la régulation. Donc, vous voyez tout ça en Corée du Sud, en Chine, ça continue. Et vous voyez qu'il y a énormément de volumes qui viennent de ces pays-là. Rappelez-vous, la grande majorité des volumes du trading vient d'Asie, Chine, Corée du Sud, Japon, Hong Kong, Singapour, Inde et ainsi de suite. Et donc, dès que ils attrapent un coup de froid et qu'ils éternuent là-bas, ben, vous voyez les effets que ça a ici. Ok? Donc, tout ça, ça explique cela. Donc, on va avancer bien rapidement. Donc, là, maintenant, on a des articles maintenant qui expliquent un peu donc, tout ce que vous avez vu ici en vidéo. Ce sont tous ces experts qui sont en train de commenter ce qui s'est passé là. Donc, on a bien vu ici, vous avez à l'image la PBO aussi, donc la Public Bank of China et ce qui s'est passé là-bas. Ok? Donc, vous avez cet article ici qui explique ça depuis, enfin, pour la Chine. Et ici, encore une fois, voilà. En plus de la baisse des cryptos, rappelez-vous, je vous parle toujours de les cryptos sont en train de monter, mais aussi pas mal de compagnies qui, elles, sont investies, donc qui ont commencé à investir dans les cryptos, donc le GBTC, hein, donc le Grayscale Bitcoin Investment Trust. Donc, là aussi, vu que le Bitcoin est tombé, ben, le Grayscale aussi est tombé. Overstock.com, rappelez-vous, la compagnie de Patrick Byrne, qui elle aussi est fortement montée. Donc, vous voyez, si vous regardez la corrélation entre cette action et le Bitcoin, donc là, on le voit bien dans le Global Crypto Research, donc là, j'ai vraiment fait un parallèle par rapport à ça. Vous avez bien vu comment les deux sont en forte corrélation. Bah, si le Bitcoin tombe, bah, ça aussi, ça va continuer à baisser. Et rappelez-vous, récemment, on avait Eastman Kodak aussi qui s'est mis dans la sphère crypto, donc dans le Bitcoin, ainsi de suite et tout ça. Et là, ben voilà, avec la baisse qu'il y a eu dans les cryptos, comment dirais-je, ça tombe avec. Ok, ils vont main dans la main, la corrélation est positive. Donc, si le Bitcoin monte, Bitcoin tombe, il tombe. Ok, donc voilà. Et là, maintenant, on continue. Et maintenant, on va encore bien plus loin. Et ici, là, c'est encore d'autres experts et d'autres asset managers, des fund managers, ainsi de suite, sur le plateau de Fox. Et maintenant, de Fox Business, pardon. Et ici, c'est quoi? Ben, est-ce que le Bitcoin peut, selon eux ici, avoir des répercussions sur le marché en général et bien sûr, principalement dans le marché crypto? Donc, si le Bitcoin tombe, pourquoi est-ce que l'on voit, comment dirais-je, toutes les cryptos qui sont en train de tomber avec? Donc là, voilà, on en parle. Et maintenant aussi, est-ce que cela peut se répercuter aussi aux autres marchés, donc le Dow Jones, S&P et le Nasdaq 100, comme vous le voyez ici. OK? Donc là, on continue et vous voyez que les vidéos ont des super titres vraiment très attirants. Hein. Rappelez-vous, comme je vous le dis toujours, les médias, ils ont besoin de eyeballs. Ils ont besoin donc des eyeballs, on dire c'est des yeux, donc des personnes qui viennent regarder ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut des titres qui sont accrocheurs. Et ici, vous voyez carrément crypto carnage. Donc voilà, tout ce qui s'est passé, la baisse des cryptos et ainsi de suite. Et donc voilà, ça continue. Donc là, on revient encore sur ce que l'on a vu sur pas mal de choses. Donc la Chine, la Corée du Sud, et ainsi de suite. La régulation et tout ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, ici, on parle carrément de crypto carnage. Donc maintenant, continuons. Ici, encore une fois, ben, le Bitcoin à la baisse de moins de 50% depuis ses hauts qu'il avait atteint donc les 20 000 et maintenant qu'il est tombé en dessous des 10 000. Et donc là, on est en train de se récupérer. Maintenant, je pense qu'on est aux alentours de 12 000, ainsi de suite. Mais vous voyez que là, comme je le dis, donc là, on y viendra demain lorsqu'on va faire le Bitcoin trading. Ben, pour moi, le sell-off, c'est pas encore fini. Donc ça va encore tomber. Rappelez-vous, je devais parler de mes targets. Mes targets pour moi, c'était les 8 000, 7 000. Et hier, en parlant aussi, donc lors de notre réunion, avec toutes les analyses qu'on a pu amener au niveau, bien sûr, fondamentaux. Pas trop de fondamentaux ici, réellement, vu que les fondamentaux seraient plutôt basés sur l'utilité des cryptos et du Bitcoin ici en particulier. Il n'y a rien de neuf qui a été ramené. Beaucoup de projets, oui, on va la scalability, on va l'évolutivité et pas mal d'autres choses qu'on va essayer d'améliorer ça. La lenteur de la création des blocs, les transactions lentes, coûteuses, ainsi de suite, ils n'ont pas amélioré tout ça. Donc je pense que si c'est d'un point de vue fondamental, bah pour moi déjà c'est une baisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ramené de solution par rapport à cela. Et numéro 2, si je dois commenter le pourquoi cette baisse va avoir lieu, toujours d'un point de vue fondamental, c'est ça. Rien n'a été amélioré.
beaucoup trop de bifurcation. Et maintenant, c'est quoi? Ben, ça reste pareil. Donc, Bitcoin a commencé l'année pareil. Et je pense que s'il y a des personnes qui sont toujours intéressées pour entrer dans le Bitcoin comme étant un stock de valeur, ils veulent avoir le Bitcoin à un prix plus bas. Et ça, c'est techniquement, et dans le price action, ce que l'on voit, ben, ce serait aller à un Bitcoin bien plus bas et permettre à certaines personnes, vous voyez, si vous avez 1 milliard, c'est intéressant pour vous d'avoir du Bitcoin comme stock de valeur. Mais non pour faire des transactions, microtransactions et nanotransactions, ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant. Donc voilà. Donc maintenant ici encore pas mal de choses. Donc vous voyez qu'on a encore Monsieur Jimmy Dimond ici et maintenant le downside pour comment dirais-je en commentant quels sont le downside, on va dire le côté négatif de l'investissement dans le Bitcoin. Donc voilà, elle revient un peu dessus. Maintenant, continuons. Et ici, on va voir quoi? On va laisser un peu le côté des vidéos. Donc, vous avez vu pas mal de personnes à Wall Street qui sont en train d'en parler. Là, on va regarder un peu autre chose. On va regarder le Bitcoin et l'économique, donc la liberté économique. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est parler plus ou moins de... on parle de l'acceptation du Bitcoin dans les pays, donc les 5 pays qui sont les plus libres économiquement. Bien sûr, vous savez que c'est Hong Kong, Singapour, Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Australie. Et donc là, on parle un peu plus, comment dirais-je, de l'impact du Bitcoin dans ces pays-là et comment est-ce que le Bitcoin est reçu dans ces pays-là. Donc vous voyez que, comment dirais-je, tout n'est pas noir. Donc il y a quand même une lueur d'espoir quelque part. Mais là, voilà. Donc là, on parle plus de tout ce qui est économie. Liberté économique. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bitcoin is money. Et ça, si je me trompe pas, ça vient de Goldman Sachs. C'est un article... non, ça ne vient pas de Goldman Sachs. Ça, c'est une question que l'on pose. Alors, oui, il y a un rapport, pardon, il y a un rapport venant de Goldman Sachs. Et là, je le donnerai dans l'aparté banquier et institutions. Mais ici, c'est un rapport qui... fait allusion toujours à c'est quoi le Bitcoin et rappelez-vous il y a toujours ces gros problèmes au sujet du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin c'est une devise? Est-ce que le Bitcoin est une commodité? Est-ce que le Bitcoin est un actif? Est-ce que c'est un bien? Dans ce cas-ci, est-ce que c'est un bien mobilier ou quelque chose par là? Donc c'est quoi? Et réellement, ben maintenant, ben voilà, là c'est la question qui était posée. Rappelez-vous, maintenant on a le forum et le sommet économique de Davos. Et maintenant, ben, ça va être une des questions qui va être là. Ben, c'est quoi? Ben, le Bitcoin, c'est quoi? Et bien sûr, beaucoup de problèmes au niveau de la régulation et ainsi de suite et pas mal de choses. Et ici dans cet article, ils ont voulu nous donner un peu un petit cours d'histoire. Donc revenir dans les fonctions principales et les caractéristiques principales de ce qu'est la monnaie et ainsi de suite. Donc toute une historique et voir réellement ben, où est-ce que le Bitcoin peut se situer par rapport à tout ça. Ok. Maintenant, on va revenir un peu dans tout le côté vidéo et maintenant on continue. Donc, vous voyez ici, vu qu'on a vu le Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie ou pas? Ben là, maintenant, ben, digital currency has a real value. Donc, maintenant, ben, c'est ça. Est-ce que le Bitcoin réellement a une réelle valeur? Et donc là, ce sont encore les gens de CNBC, donc les journalistes de CNBC qui ont invité pas mal d'experts et pouvoir commencer à débattre cela. Et donc, c'est très intéressant de voir ces différents points. Et on voit aussi, bien sûr, l'évolution du Bitcoin. Maintenant, quand on reste dans le Bitcoin, on ne peut pas parler de Bitcoin sans l'opération minière. Donc, vous avez vu que là, le côté minier, c'est un côté qui était une industrie qui était en péril, hein, surtout en Chine. Donc là, vous avez vu, donc si vous suivez, donc bien sûr que vous le suivez, et on l'a commenté beaucoup ici. Donc, vous avez vu exactement ce qui se passe maintenant en Asie et principalement en Chine avec maintenant bah, la nouvelle régulation et les probables interdits de l'activité minière en Chine. Mais maintenant, bah, il y a toujours eu ce côté que l'activité minière consommait beaucoup d'énergie, problèmes environnementaux et ainsi de suite. Et il y a eu un rapport de Crédit Suisse qui a été fait pour démentir tout cela, pour dire que non, c'est faux, que non, ce n'est pas un problème environnemental. Donc, vous voyez que là, c'est pas mal. Maintenant, continuons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent investir dans le Bitcoin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi de plus en plus de personnes et même pas des personnes. Avant, c'était des particuliers. Maintenant, on a des grandes entreprises, des grandes corporations qui viennent et qui se lancent directement dans l'activité minière. Et donc, ici, comment dirais-je, ici, dans cet article, on parle un peu de comment est-ce que les premiers mineurs étaient des individus, des particuliers, ainsi de suite. Et maintenant, on voit des grosses corporations et on a vu cette entreprise, cette industrie minière grandir réellement, donc à grande échelle et maintenant bah, être des investissements réellement de plusieurs millions de dollars. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On parle ici du côté, vous voyez que la volatilité du Bitcoin, c'est bien pour certains, pour ceux qui tradent. Pour ceux qui sont à long terme, ceux qui sont dedans depuis le début, ils sont habitués à cette volatilité. Pour tous ceux qui sont rentrés il y a 3 mois ou il y a 6 mois, ce n'est pas ça. Mais maintenant, on parle que d'autres personnes ont un problème par rapport à cette volatilité. Ben, c'est quoi? Oui, quand vous voyez roller coaster, ce sont les montagnes russes, donc les fortes fluctuations de prix, à la hausse et à la baisse. Et maintenant, c'est tous ceux qui sont dans des activités illégales, hein, donc les cybercriminels. Pourquoi? Ben, lorsqu'ils demandent des rançons en Bitcoin, ben, c'est problématique pour eux. Pourquoi? Ben, vu les montées et les baisses des prix. Et maintenant, ben, vous avez vu que cette forte baisse de prix, ben, cette activité, ben, on va dire que leur rançon, lorsqu'ils demandent des rançons, ben, c'est pas très rentable pour eux. Pourquoi? Ben, vu que s'ils demandent un certain nombre, ils disent voilà, on veut 1 million
en valeur de Bitcoin, oui, tu dois avoir 1 million, mais si ça continue à baisser, ben, le 1 million qu'on t'aura donné, ben, ça peut peut-être valoir 500 000 d'ici peu de temps. Donc, si c'était le cas, hein, avec cette baisse qu'on a vue de plus de 50%. Donc voilà, donc vous voyez que ça c'est quelque chose de pas mal. Donc même les criminels maintenant ben, commencent à avoir des problèmes par rapport vis-à-vis de la volatilité du prix du Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, on retourne à Fox Business et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On parle du prix du Bitcoin et on dit qu'ici, le prix du Bitcoin est une distraction. Par rapport à quoi? À la technologie et par rapport à, comment dirais-je, à le potentiel qu'a la technologie. Et bien sûr, lorsqu'on parle de technologie, comme ils disent toujours, c'est le underlying technology, donc le blockchain, donc les DLT, les Distributed Ledger Technology. Donc ça, c'est réellement le grand focus. Et le Bitcoin, on va dire, ce prix-là, cette montée, cette baisse du prix que l'on voit, surtout le prix proche des 20 000 et ainsi de suite, bah, ça, réellement, bah, c'est une réelle distraction parce que ça n'apporte en rien... ça n'évalue en rien réellement, ça ne donne pas, ce n'est pas la valeur réelle de la technologie. Oui, la technologie, ben voilà, elle est encore dans un stade embryonnaire, donc elle est dans ses premiers jours, et avoir un actif qui n'a pas promis, donc le Bitcoin n'a pas délivré toutes les promesses du potentiel du blockchain, donc le Bitcoin à 20 000, pourquoi? Oui, en gros, c'est ça. Maintenant, continuons. Et là, maintenant, on a fini le côté global. Maintenant, on va aller aux États-Unis. On va réellement regarder ce qui se passe. Et on va au CFTC. Qu'est-ce que c'est que le CFTC pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est le Commodities Futures Trading Commission, donc la commission du trading sur les contrats futurs. Et maintenant, il y a eu un cas de fraude. Donc, et oui, et ça commence. Donc, il y a eu un schéma de Ponzi, donc une fraude qui a eu lieu et il y a une plainte qui a été déposée au CFTC. Et donc, il y a deux entités qui ont commencé à se lancer dans une activité frauduleuse. Et donc, bien sûr, comment dirais-je la fraude, en gros, c'était quoi? Une compagnie a commencé à lever des fonds et a commencé... c'était une compagnie qui était censée faire du consulting, donc aider des individus à investir dans le Bitcoin, ainsi de suite, à leur donner des conseils et leur permettre comment dire, de trouver les bonnes compagnies, donc dire le bon exchange avec les bons wallets et ainsi de suite. Mais ils demandaient aux clients de leur envoyer les Bitcoins et ainsi de suite. Afin de eux les placer pour les clients. Donc, vous voyez vraiment un service de consulting, on va dire, dans ce domaine-là. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? En ayant les cryptos des individus, ils ont disparu. Donc, vous voyez, comme vous voyez ici, c'est quoi? Pour 1,1 million de dollars en Bitcoin. Et donc, ils ont arnaqué près de 600 investisseurs. Et du jour au lendemain, une fois qu'ils ont eu ce million de dollars en crypto, ben, ils ont disparu. Plus de page internet, plus rien du tout. Et donc là, voilà, ben, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont été quoi? Ben, attaqués en justice. Donc, vous voyez que ce genre de fraude continue toujours à être là. Donc, ça, c'était aux États-Unis. Et maintenant, il y a eu l'auteur d'un livre, monsieur Jeffrey Robinson, qui a fait un livre, pas sur le Bitcoin, mais il l'appelait Bitcoin. Oui, un con, entre parenthèses, donc C-O-N, comme en français on dirait con. Voilà, c'est ce monsieur. Donc le Bitcoin, c'est quoi? Ben, un con artist, comme on dit ça, ben, c'est un arnaqueur. Ouais, c'est donc un arnaqueur, un charlatan, un margoulin. Et donc voilà, donc la chose ici, c'est qu'il a écrit un livre et pour lui, ben, le Bitcoin le Bitcoin, c'est un escroc, le Bitcoin, c'est un arnaqueur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de, comme on l'a vu, hein, distraire numéro un. Ben, lui aussi, il se rallie sur ce côté-là, ben, que le Bitcoin est une fraude, qu'il est en train de distraire réellement la population, la masse, que c'est un schéma de Ponzi, c'est une arnaque. Et réellement, ben, la chose la plus intéressante, c'est réellement la technologie blockchain et que le Bitcoin réellement s'est éloigné des promesses de monsieur Satoshi Nakamoto ou des monsieur Satoshi Nakamoto et qu'il n'est en rien à la hauteur de ce qu'est réellement le blockchain et qu'on devrait réellement dissocier les deux. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et il a des points forts. Et donc voilà, donc vous avez vu qu'il y a toujours ce débat, hein. Bitcoin on est pour, Bitcoin on est contre, mais là c'est l'avis de ce monsieur. Donc là vous avez la vidéo et il explique pourquoi dans son livre aussi. Bon, continuons maintenant. On revient aussi à tout ce qui s'est passé au niveau de ce crackdown. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de crackdown, c'est quoi? Donc, c'est vraiment une descente massive des régulateurs, comment dirais-je, principalement en Chine et en Corée du Sud. Les exchanges, les ICOs, l'opération minière, les traders et les investisseurs dans le Bitcoin, problème de régulation. Et malgré tout cela, ben, on va dire que ça s'est passé, on va dire que la tempête est passée. Et maintenant, petit à petit, on se récupère. Comme vous voyez, le prix du Bitcoin était descendu très bas, en dessous de 10 000 dollars dans certains exchanges, donc en moyenne. Et maintenant, il a récupéré plus ou moins les 12 000. Et donc là, vous voyez que là, ça reste toujours d'actualité. Là, maintenant, on a fini le côté US et maintenant, on va dans les Amériques. Et qu'est-ce qui se passe dans les Amériques? On va au Brésil. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à Brésil? Qu'est-ce qui se passe? Ben, les régulateurs interdisent
aux fonds, donc hedge funds, private funds, mutual funds, tout ce que vous voulez, d'investir dans les cryptos et principalement dans le Bitcoin. Donc là, il y a un gros problème. Lorsque vous voyez des actifs qui ont des super rendements et même pour des traders qui pourraient venir prendre des positions à l'achat et des positions à la vente, profiter et capitaliser sur ce type de mouvement, ben, les régulateurs au Brésil ont dit non, vous n'avez pas accès à cela. Donc là, ça pose un gros problème et cet article parle de ça. Maintenant, continuons et allons au Venezuela. Donc, rappelez-vous qu'au Venezuela, on parlait beaucoup du pétrole, donc ce que monsieur Nicolas Maduro voulait faire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de sanctions et maintenant, il veut continuer à survivre économiquement, continuer à trader donc au niveau international avec ses partenaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben maintenant, rappelez-vous déjà le pétrole hein, qui allait être backé. Donc, un pétrole va être backé par un baril de pétrole. Donc, si le baril du pétrole est on est aux 63-64 dollars, donc un pétrole, ce serait sa valeur. Donc, le pétrole, cette crypto-devise nationale backée par le pétrole, l'or et les diamants que possède le Venezuela. Et maintenant, on va pouvoir investir. Donc, vous voyez qu'il y a toute une infrastructure qui doit être créée. Hein. Donc, rémunérer les mineurs et ainsi de suite et avoir une grosse équipe derrière. Il est allé voir qui? Ben, il a envoyé une commission, donc une délégation vénézuélienne pour aller directement au Qatar. Et le Qatar aussi en train de subir des fortes pressions et un embargo, hein, on peut dire ça comme ça. Économique, des sanctions au niveau de ses partenaires et principalement dans les pays du Golfe, donc au Moyen-Orient et aussi au niveau international. Donc le Qatar et le Venezuela étant dans les mêmes circonstances, mais on va dire qu'au Qatar ça se passe mieux. Venezuela, on voit bien des problèmes de hyperinflation, forte dévaluation de la monnaie et ainsi de suite. Donc les personnes ne savent plus quoi faire. Beaucoup de dégâts là-bas au niveau civil et au niveau social. Donc maintenant, ben, ils essaieraient de s'allier avec le Qatar pour que le Qatar les aide à investir et pourquoi pas, ben, ouais, que le Qatar c'est le LNG, donc le gaz liquéfié. Donc, c'est les plus grands stocks hein, de ce gaz-là se trouvent là-bas, ainsi de suite. Donc, vraiment, les deux pourraient arriver à des accords et leur permettre d'aller comment dirais-je, d'aller de l'avant. Donc, vous voyez, ça touche au niveau du commerce international. Maintenant, là, on a fini avec les Amériques latines. Maintenant, on va directement, où ça? On va directement en Asie et on voit directement que qu'est-ce qui se passe? Un problème de hack. Et donc, vous voyez que les investisseurs de Bitcoin ben, sont les cibles préférées des hackers nord-coréens. Rappelez-vous que la Corée du Nord aussi, il y a pas mal de sanctions et ainsi de suite. Et ici, à l'écran, on a invité un ancien de l'intelligence nord-américaine au niveau de l'armée et qui parle un peu de tous ces problèmes de hack et réellement ben, comment est-ce que les hackers nord-coréens, ben, comment dirais-je, sont en train de pouvoir se faufiler et continuer à perpétrer à être au top de la cybercriminalité. Donc là, c'est très intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de hacks hein, de certains exchanges en Corée du Sud et on a bien vu que ces hacks, bon, selon ce qu'ils disent, selon les rapports, que ça a été perpétré par des hackers nord-coréens. Donc ceux du régime, enfin pour financer le régime de Kim Jong-un et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont très sérieuses, ça va très loin. Bon, là, ça touche à des choses politiques. Mais comme vous le voyez, il faut savoir ce genre de choses-là parce que, comme je vous dis toujours, et vous le savez, vous l'avez vu, les cryptos sont très sensibles aux news. Surtout les investisseurs sont très sensibles aux news. Donc là, des news pareilles, ça peut et ça ne peut pas avoir certains impacts. Mais rappelez-vous, il y a beaucoup de volume qui vient de Corée du Sud. Donc lorsqu'il y a un impact là-bas, ça va impacter directement le average. Donc c'est quoi la moyenne de prix des différentes cryptos. Donc les exchanges qui sont visés et les cryptos en particulier qui sont visés, principalement le Bitcoin. Donc voilà. Donc là maintenant, on a vu l'introduction avec toutes les vidéos. En début d'émission, vous avez vu tout comment dirais-je, tout le crack, correction, crash, collapse, enfin comme ils ont voulu l'appeler, vous voyez que les news, donc les médias, toujours avec des mots qui créent le buzz. Maintenant, on va aller en Corée, enfin on va aller en Corée, on va aller en Asie et principalement dans les pays où il y a eu ces fortes descentes, ces fortes pressions des régulateurs, des banques centrales, ainsi de suite. Donc, vous savez bien que c'est principalement la Corée du Sud et la Chine. Et il y a toute une série d'articles qu'on va voir maintenant qui nous réfèrent à cela. Donc, premièrement, ici, vous voyez le fiasco en Corée du Sud. Donc, rappelez-vous, il y a eu des manifestations pour interdire les exchanges et pas mal de choses. Les traders ont commencé à avoir des problèmes, les banques ont commencé à avoir des problèmes, ainsi de suite. Donc là, vous l'avez, Corée du Sud, on commence avec ce pays-là. Un article. Deuxième article ici, numéro 2, c'est quoi? Les banques en Corée du Sud aussi qui voulaient annuler complètement les comptes de tous ceux qui étaient en train de trader et les comptes des exchanges. Donc là, ça continue. Encore une fois, Corée du Sud ici, qu'est-ce qui se passe encore ici? Voilà, les investisseurs maintenant vont commencer à avoir des pénalités. Pourquoi? Lorsqu'ils ont des comptes privés. Rappelez-vous que les investisseurs ont des comptes institutionnels. Rappelez-vous, lorsqu'on parle d'investisseurs ici, ne pensez pas que c'est monsieur et madame tout le monde. Donc là, sachez-le, lorsqu'on voit dans un article et qu'on parle d'investisseurs, pensez institution.
Donc, ce sont des institutions, des compagnies qui ont des comptes institutionnels qui investissent, donc avec du gros capital. Mais maintenant, cela n'empêche pas à ces institutions d'avoir des dirigeants et des personnes au sein de ces institutions d'avoir des comptes de trading privés, donc trader aussi pour leur propre compte. Normalement, ce n'est pas des choses qui se font. Lorsqu'on est dans une institution bancaire, par exemple, qu'on voit Jimmy, donc imaginez-vous, vous bossez à JP Morgan. Si vous êtes un trader de JP Morgan, tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir de compte de trading particulier. Donc un compte de trading à votre nom. Ou avoir un compte de trading pour votre femme, cousin ou quoi que ce soit, vu qu'il y a du conflit d'intérêts. Et là, vous pouvez avoir des gros problèmes au niveau du délit d'initié. Pourquoi? Parce que vous avez des infos privilégiées et ceux de votre famille pourraient en profiter. Donc là, directement, là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'accords qui doivent être signés. Mais vous, la personne qui est employée, ou principalement d'une de ces banques-là, vous ne pouvez pas trader pour votre propre compte. Si vous avez un compte de trading, ça va être directement au sein de la banque que vous devez le faire. Comme ça, il y a un full disclosure, je dois dire que tout ce que vous faites est pour profiter, donc au profit de la banque. Donc ça, c'est une grosse chose. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'anciens traders de banques, d'institutions, enfin de banques d'investissement et d'institutions qui créent des hedge funds pour pouvoir trader avec leur propre argent. Et vu qu'ils étaient au sein de la banque, ils ont le savoir-faire, et ils ont leur track record aussi, donc tout ce qu'ils ont fait au sein de la banque, leur track record, donc veut dire que toutes les opérations qu'ils ont passées et tout ce qu'ils ont généré comme argent, pour eux c'est un CV important. Et une fois qu'ils bougent de la banque, d'autres investisseurs externes peuvent dire, tiens, toi, tu bossais à JP Morgan, ouais, je me souviens, tu étais mon trader, tiens, tu faisais des bonnes perfs, tiens, ici, tu as 100 millions, trade avec. Oui, donc là, principalement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, maintenant, tous ces traders-là, donc là, bon, là, je ferme cette parenthèse. Pour en revenir en Corée du Sud, les institutions et on va dire ceux qui sont au sein de l'institution, lorsqu'ils ont des comptes de trading privés, ils pourraient avoir quoi? Avoir des fortes pénalités. Pourquoi? On peut dire que c'est de l'insider trading, du délit d'initié, parce que vous profitez des informations que vous avez et pour vous en dire gagner des deux côtés. Donc là, voilà. Donc vous voyez que là, ce sont des choses qui sont en train de se passer, c'est très sérieux. Maintenant, on reste en Corée du Sud et qu'est-ce qu'on voit ici? Les militaires, même les militaires maintenant n'ont pas accès aux plateformes de trading ni aux sites de trading. Et si c'est très marrant, on voit un peu les interdits que les militaires ils ont et on leur dit que les militaires ici sont les régulations et selon voilà ce pourquoi ils signent. On leur dit qu'il y a certains sites qui leur sont interdits. Donc voilà que lorsqu'ils sont en mission ou dans les casernes ainsi de suite, et voilà, il y a des sites auxquels ils n'ont pas accès et une des choses auxquelles ils n'ont pas accès, ce sont les cryptos, donc ils n'ont pas accès aux sites de trading. Et donc les militaires ne peuvent pas trader et essayer d'arrondir leur fin de mois. Maintenant, on a fini ici avec... je vais boire un petit coup. Voilà. Donc là, on a fini avec la Corée du Sud. On va dans le deuxième pays d'où ont émané toute cette vague problématique, de gros problèmes. Donc c'était la Chine. Et là maintenant, on voit que là, le dernier crack, on va dire le crackdown, donc dire que la pression qui a été mise, premièrement, rappelez-vous, c'était les ICOs. Après, ça a été certains exchanges et maintenant, c'est de l'activité minière. Donc, on voit que les mineurs vont perdre leurs privilèges au niveau du gouvernement, au niveau de l'électricité, des accords qu'ils avaient avec certaines provinces, ainsi de suite en Chine. Et maintenant, vous voyez, ils sont prêts à bouger, donc aller vers l'hémisphère ouest, donc vers les pays occidentaux. Et number one, quel est le premier pays qu'ils sont en train de viser? Le Canada. Pourquoi? Au Canada, surtout au nord, vu qu'il fait super froid. Donc là, c'est quelque chose qui est avantageux pour le refroidissement des machines, ainsi de suite. Et bien sûr, pour les, comment dirais-je, pas mal de bénéfices et d'accords, ils pourraient comment dirais-je, pouvoir passer avec les gouvernements, enfin le gouvernement canadien. Donc voilà, donc s'il y a les problèmes persistent en Chine, tous les mineurs vont bouger. Certains ont déjà bougé leur activité. Oui, comme Binance qui a bougé son activité de là pour aller, je crois qu'ils sont au Japon maintenant. Et vous avez d'autres traders, institutions et exchanges qui ont bougé vers Hong Kong, ainsi de suite, Singapour. Et donc là maintenant, Taïwan, ainsi de suite. Et donc là, ça pourrait continuer. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? D'autres problèmes, encore des problèmes de fraude en Chine. Oui, ici, 3000 fausses plateformes de blockchain. On voit qu'avec le succès, avec tout ce qui est en train de se passer et, comment dirais-je, l'engouement et le buzz que sont en train de générer les cryptos, l'activité minière, le trading, les exchanges, tout ce que vous voulez, voilà, il y a toujours de la fraude au milieu, donc parmi tout cela. Et maintenant, vous voyez que 3000 fausses plateformes blockchain, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, imaginez-vous le nombre de personnes qui ont voulu investir dedans et comment dirais-je, avec des rêves de devenir multimillionnaire et voilà, tout tomber à l'eau dû à la fraude. Donc vous voyez que là, c'est toujours là, donc faire très attention. Donc vous voyez que ça revient à ce que je disais. Le pourquoi du début, donc le pourquoi de cette introduction, que le pourquoi de tout ce que vous voyez ici, et ce que je vous dis toujours,
il faut être éduqué, prendre des décisions éduquées. Donc là, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc ouais, aujourd'hui, c'est principalement le trade, tout ce qui est en train de se faire là dans les plateformes. Et vous allez le voir hein, dans les vidéos que vous allez regarder, donc tout ce que je vous ai mis au début. La grande peur, c'est quoi pour tout le monde? Ben, tout le monde maintenant, ça c'est une phrase qui est revenue souvent. Tout le monde essaie de rechercher le prochain Bitcoin. Le prochain truc qui va être là, que je vais rentrer dedans à 10 cents et qui va arriver à 20 000. Mais ouais, ça, bah, ça se trouve, ça ne va pas arriver. Et là, vous allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait dans la vidéo, donc là, je vous ramène à la vidéo où on parlait de la distraction. Et ça, c'est une des distractions principales du Bitcoin, c'est que le Bitcoin a une histoire fabuleuse. Vous voyez, des histoires pareilles, il y a toujours une histoire pareille. Oui, il y a eu un Mohamed Ali, il y a eu un Mike Tyson, il y a eu un Michael Jordan, il y a eu un Carl Lewis, il y a eu un Floyd Mayweather. Oui, ce sont toujours des cas isolés, ce sont des histoires, des personnes qui ont marqué l'histoire. Et il n'y en a pas deux comme ça. Donc, vous voyez que le Bitcoin a marqué son histoire. Et donc, c'est ça aussi que beaucoup de personnes doivent comprendre et qu'ils ont du mal à comprendre. C'est qu'il n'y aura probablement pas un deuxième Bitcoin. C'est ça la chose. Donc vous voyez que tout cet engouement qu'il y a dans les exchanges que l'on voit maintenant, ce n'est nullement, en aucun cas, et là on l'a fortement souligné, en aucun cas ce n'est pour l'utilité des coins. Là, c'est une histoire de spéculation et les personnes viennent pour chercher le prochain Bitcoin. Vu que l'histoire du Bitcoin était fabuleuse et magnifique et on veut essayer de répéter la même histoire, trouver le prochain coin qui va avoir cette montée. Oui, c'était à 1 dollar, je suis rentré dedans, boum, je suis arrivé à 20 000. Et c'est ça que l'on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, et je le répète encore maintenant, donc je prends cette parenthèse ici pour le dire, vu que voilà, on reste toujours dans ce côté éducatif. Donc, faut pas avoir des rêves de dingue. Sans doute, le trading n'est pas pour vous. Une des personnes qui est en train de m'écouter là maintenant, le trading sans doute n'est pas pour vous. Il faut comprendre pourquoi est-ce que vous êtes en train de trader. Donc moi, lorsque vous me voyez trader, spéculer, ainsi de suite, il faut comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Ce n'est sans doute pas pour vous. Peut-être pour vous, c'est acheter et garder ça à vie. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez acheter et le garder à vie. Ouais, et c'est ça. Maintenant, beaucoup de personnes se lancent dans une activité sans en comprendre les fondamentaux, sans avoir été éduqués, initiés, tout ce que vous voulez dedans. Pourquoi? Bah, juste pour le buzz qu'il y a dans les médias. Donc là, c'est comme voilà, ceux qui ont les vidéos modules, vous connaissez bien la métaphore et l'analogie avec laquelle on commence lorsque je parle d'auto-école. Donc oui, vous avez envie de conduire, mais vous voulez pas aller à l'auto-école, vous voulez pas apprendre le code de la route, vous voulez rien apprendre du tout, et vous dites tiens voilà, je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter une Ferrari, parce qu'une Bitcoin c'est une Ferrari. Oui, un Bitcoin c'est une Ferrari, donc ça va très vite, donc du 0 à 100 super rapidement. Je m'achète une Ferrari, je n'ai jamais conduit de ma vie, je ne sais même pas comment est-ce qu'on conduit une Ferrari, mais je veux une Ferrari parce que c'est dans les news tout le temps, on voit tout le monde qui est en train de parler de Ferrari, Ferrari, Ferrari. Moi, je veux une Ferrari. Eh ben, qu'est-ce qui va vous arriver au prochain carrefour? Catastrophe. Non seulement, pas uniquement pour vous, et comme je dis bien, vous allez risquer de créer des catastrophes ou déjà abîmer des installations, écraser quelqu'un, mettre votre vie en danger et la vie d'autres personnes en danger. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Mais maintenant, tout le monde veut un Bitcoin, donc tout le monde veut une Ferrari, et donc tout le monde, permis de conduire, on s'en fout, code de la route, on s'en fout. Je sais pas, oui, la volatilité, hein. Donc, si j'appuie sur la pédale, boum, je suis déjà à 120, ou je suis à 150, alors qu'en agglomération, je dois rouler à moins de 50. Vous voyez des choses pareilles. Donc là, c'est un gros problème. Ben, c'est ça la chose. Donc, sans doute, ceux qui est en train d'écouter ça, sans doute le trading n'est pas pour vous. Il y a un trader qui m'avait dit une chose, donc là, je continue toujours avec les parenthèses. Un trader, un jour, a dit, il y a 1 million il y a 1 million de... Alors, il a dit ça comment? Parce qu'il a dit ça en anglais, donc je dois me remettre ça en français. En anglais, il disait There's a million ways to make $1 million. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières, il y a 1 million de manières différentes de faire $1 million. Donc, c'est ça. Vous pouvez être boulanger et avoir une super boulangerie et devenir millionnaire en étant boulanger. Vous pouvez devenir millionnaire en étant Ayrton Senna, millionnaire en étant joueur de foot, millionnaire en étant boxeur, millionnaire en étant mathématicien, millionnaire en étant, je sais pas moi, Elon Musk ou une espèce de Tony Stark, millionnaire en étant un grand pharmaceutique, vous voyez, millionnaire en étant, je sais pas, vous voyez, un médecin super connu, un chirurgien esthétique, vous voyez, il y a 1 million de manières de faire $1 million. Mais aujourd'hui, la manière que l'on nous pousse, rappelez-vous, la distraction du Bitcoin, que non, bah voilà, bah, c'est le Bitcoin. Donc, vous voyez que c'est peut-être pas pour vous. Et c'est ça. Et c'est ça aussi que il faut être honnête et raisonnable avec vous-même de vous rendre compte que, bah non, bah tiens, ça, c'est pas pour moi. C'est bien d'avoir une partie de son capital à le mettre à, comment dirais-je, à travailler. C'est le but.
mais il faut savoir exactement dans quoi est-ce que vous investissez. Donc tout simplement, c'est ça. Donc là, on va fermer cette parenthèse et on va revenir à ce qu'on regardait. Donc on a vu la Corée du Sud, les gros problèmes, et maintenant en Chine. En Chine, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, les exchanges commencent à avoir des problèmes, mais les personnes continuent à trader de manière OTC. Rappelez-vous, le over-the-counter, c'est quoi? C'est une manière de trader de wallet à wallet. Réellement, la manière décentralisée, réellement ce que vous voyez, en Chine, ils ont, malgré tous les crackdowns qu'il y a eu, le peuple a maintenu réellement l'essence des cryptos. Les cryptos étaient faites pour ça, une économie décentralisée peer-to-peer. Lorsque vous voyez le OTC trading, ça veut dire quoi? OTC trading et mining, donc bien sûr, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de tout faire de manière décentralisée. C'est-à-dire que les personnes n'ont même pas besoin d'utiliser un exchange avec un smartphone. Donc moi et Jean, on a chacun nos smartphones. Moi, j'ai du Bitcoin, Jean veut m'en acheter. Les codes QR, boum, ils sont passés. Ou bien je lui envoie mon adresse par un email ou quoi que ce soit. Et ça y est, la transaction est faite. Moi, je lui donne un Bitcoin, je lui envoie ce Bitcoin à son wallet. Et lui, par exemple, de son compte en banque ou quoi que ce soit, il m'envoie l'équivalent, ce qu'on a accordé entre lui et moi. Et là, on n'a pas de, on va dire, de tierce partie qui intervient dans la transaction. Et réellement, c'est ça. Et maintenant, en Chine, il y a un problème. Et maintenant, la Chine, après avoir fait le crackdown des ICOs, les exchanges, principalement les exchanges, entre parenthèses, et maintenant, ils s'en prennent à l'activité minière, eh ben, le peuple a toujours les personnes trouvent toujours des opportunités et des moyens de trader. Et réellement, c'est ça, trader de manière décentralisée. Moi, j'ai quelque chose à vendre. Toi, tu veux acheter ce que moi j'ai à vendre. Viens, on se retrouve, on fait une transaction et voilà. Donc ça, c'est une transaction décentralisée, donc over the counter. Le counter, c'est quoi? C'est un endroit centralisé. Rappelez-vous qu'un exchange, c'est une centrale. C'est là où transitent tous les ordres. Tous ceux qui veulent vendre, tous ceux qui veulent acheter se retrouvent là et ils font des transactions. Et l'exchange est là en tant que, on va dire, arbitre, faire en sorte que, tiens, Jean a vendu, Serge a acheté tel montant, mais moi, l'exchange, dans votre transaction, je viens prendre, comment dirais-je, ma participation. Vous voyez? Et c'est réellement ça. Donc la maison gagne toujours. Donc imaginez-vous, s'il y a 2 millions de personnes qui font 1 million de transactions tout le temps et que la maison prend un dollar à chaque fois, eh ben, ça fait 1 million de dollars qu'elle peut faire chaque jour. Donc que l'exchange est gagnant. Ouais, donc c'est ça aussi que vous devez comprendre réellement le mécanisme, c'est très important. Bien, vous avez vu que c'est pas rose pour tout le monde, mais pour d'autres personnes, c'est rose. Et ici, on parle d'Alibaba, qui, Alibaba, comme on dit, c'est un quietly, donc de manière très, très, très discrète, a lancé quoi? A lancé sa plateforme minière. Et maintenant, là, ce rapport, donc cette news n'a pas été confirmée. Donc, vous voyez qu'ils sont en train d'arriver comme un chat, vous voyez, tranquillement, tout doucement, arriver à être là et lancer une activité minière. Et comme une personne m'en parlait dans notre groupe ici au Trading Watch, donc au jctream.com, l'un de nos partenaires ici nous avait passé une news et qu'il y avait des probables connexions entre Throne, donc Justin Sun, et Jack Ma d'Alibaba. Apparemment, ils étaient parentés et qu'ils commençaient à faire du business ensemble, et ainsi de suite, qu'il y allait avoir un financement ou un partenariat, quelque chose pareil. Donc là, c'est quelque chose à suivre. Donc, on va aller bien plus loin dans cette news et on y reviendra. Mais vous voyez que Alibaba, avec tous les problèmes qui se passent, vous voyez que c'est marrant, il se passe. Si cette news est vraie, je dis bien si la news est vraie, vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau des miniers, ICOs, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez des exchanges, mais lui, Alibaba, Jack Ma peut se permettre de le faire. Donc vous voyez que c'est pas toujours noir pour tout le monde. Ok, maintenant on va à Singapour, et Singapour, ok, mais maintenant vous voyez que la Banque centrale est toujours en train de parler de quoi? Toujours problème au niveau des cryptos, et faites attention à ce qui est en train de se passer, la nature volatile, et ainsi de suite, et tout ça. Donc là-bas, on n'empêche pas les personnes de le trader, mais quand on a vu le crack qu'il y a eu dernièrement, la forte correction, ils disent à tout le monde, faites attention. Maintenant, on est où ici? Régulation, toujours en Inde, et vous voyez qu'en Inde, il y a toujours beaucoup de régulation et pas mal de choses. Et donc là, c'était quoi? C'était une, comment dirais-je, il y a eu un survey, comme ils disent, hein. Donc voilà, on en a parlé à pas mal de personnes, donc voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la population et leur poser des questions pour savoir exactement qu'est-ce que les personnes en pensent et qu'est-ce que si et qu'est-ce que, voilà. Voilà, au niveau de l'utilité du Bitcoin, on essaie de voir si, voilà, sur combien de personnes dans la population, dans les 10 prochaines années, qui est-ce qui penserait qu'on serait plus dans une économie cash, mais qu'on utiliserait une crypto-monnaie. Donc, vous voyez exactement qu'il y a beaucoup de personnes en Inde qui étaient pour et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le survey a eu lieu sur, on a pris 3000 personnes dans 6 pays différents et dans lesquels il y avait 500 Indiens, donc d'Inde. Comment dirais-je, et donc voilà, on leur a posé pas mal de questions, hein. Donc on disait maintenant exactement, là c'est très intéressant de voir, comme on dit, si vous avez 1000 dollars,
qu'est-ce que vous alliez faire avec ces 1000 $? Donc, vous allez les utiliser pour quoi? 33% les mettre dans un compte d'épargne à la banque, 12% investir dans les cryptos, 11% dans des actions ou des bons, 7% acheter un nouvel iPhone, donc le iPhone X, 6% faire un don, 3% aller à un super bon dîner, 1% s'acheter un set de réalité virtuelle et 1% acheter un drone. Donc, voilà ce que les personnes feraient s'ils avaient 1000 euros, enfin 1000 $ maintenant, donc 1000 $ ou 1000 €. Donc, voilà, donc c'était pas mal intéressant, mais c'est bien pour voir un peu où on en est aujourd'hui hein, dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe exactement. Là maintenant on va où? On va en Malaisie et en Malaisie, ben, vous voyez encore une fois qu'est-ce qui se passe. Toujours les mêmes problèmes au sujet de la régulation. Rappelez-vous, il y a beaucoup de problèmes au niveau des exchanges qui avaient leur compte en banque et rappelez-vous, il y avait beaucoup de banques un peu partout dans la zone asiatique. En Australie, il y a eu à Singapour, il y a eu des problèmes. À Hong Kong, il y a eu des problèmes. En Chine et en Corée du Sud, il y a eu des problèmes. Les comptes en banque des exchanges ont été gelés. Donc ouais, ça continue encore. Maintenant, on va faire les derniers articles que l'on a ici. Là, maintenant, on va où? On va en Ukraine. Donc là, on a fini l'Asie. Maintenant, on va en Europe. Et maintenant, on va en Ukraine. Et en Ukraine, toujours un problème de régulation. Et là, maintenant, on est en train de parler quoi? Ben, en Ukraine, on est en train de parler de légaliser le Bitcoin et aussi d'avoir leur propre monnaie. Donc, leur monnaie, l'équivalent de la monnaie ukrainienne, mais l'avoir en fiat. Et donc, vous voyez que ça continue. Donc là, la monnaie, c'est le Hryvnias. Donc, avoir un Hryvnias là-bas pour l'Ukraine. Et donc, vous voyez que ça continue toujours. Et donc, ça, c'est des thèmes. Vous voyez que c'est un thème qui ne va jamais bouger. Donc, ça, je pense, enfin ça c'est à mon humble avis et quand je vois aussi c'est un consensus au niveau des professionnels et des personnes que je consulte au quotidien, c'est que 2018 va être l'année de la régulation. On va avoir des fortes régulations. Ça va être l'année de la régulation et l'année des produits dérivés et de l'entrée massive de grandes institutions au niveau du trading dans les cryptos. Donc on va commencer à avoir des indices, des ETF, des contrats futurs, des options, des warrants, des forwards, tout ce que vous voulez là. Donc toute une armada de produits financiers dérivés avec les cryptos. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et où on le voit déjà de plus en plus de hedge funds, des fonds crypto qui sont en train de se monter, les compagnies technologiques qui sont en train de monter. On commence à avoir de plus en plus de corrélations. Et donc là, on verra cette suite-là demain lorsqu'on va parler du Bitcoin trading. Donc je vais donner la partie bancaire, investissement, ainsi de suite, vu que ce sont eux réellement banquiers et institutions qui sont actifs au niveau du trading. Donc ça, on va ramener ça demain. OK? Bon, ici, on va où? On va à Moscou. Et à Moscou, donc en Russie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des exchanges, comme on dit ici, un Moscou Exchange ready for fast and easy crypto derivatives trading. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dérivés. À Moscou, ici, selon cet article, je l'avais lu il y a une petite semaine, donc je n'ai pas tout en tête. Voilà, il est en train de parler de produits dérivés. En gros, voilà, avoir des cryptos, ouais, des cryptos dérivés. Donc ça maintenant, ça va arriver là-bas. Et là maintenant, vous voyez que c'est la Banque centrale et l'autorité des marchés financiers qui doivent se mettre d'accord là-dessus. Et ben maintenant, ben là, c'est en train d'arriver. Donc il y a un grand exchange qui va pouvoir permettre d'amener des dérivés. Qui dit dérivés, dit possibilité de faire du short selling. Rappelez-vous, dans les exchanges maintenant, les personnes ne peuvent que acheter et vendre. Lorsque vous amenez un dérivé avec un produit dérivé, vous pouvez acheter, vendre et racheter. Donc là, ça va encore aller encore bien plus vite et ça va être encore bien plus énorme et encore bien plus de volume. Et donc ça fait quoi? Volume d'argent, mais pas n'importe quel sou. L'argent qui vient des institutions, parce que les institutions ont accès à du crédit à un taux d'intérêt très bas. Par exemple, un investisseur russe peut venir en Europe et lever un crédit ici en Europe, en euros. Et pour lui, ben, ça peut être moins coûteux. Ou aller au Japon et le faire, ou aller en Chine le faire, ou aller aux États-Unis le faire. Vous voyez, chose qu'un particulier, qu'un investisseur particulier ne peut pas faire. Lorsque vous êtes une institution, vous pouvez faire cela. Donc, vous avez le monde devant vous. Donc, rien n'empêche un investisseur russe maintenant d'être en train d'opérer d'être en train d'opérer sur les futurs du CBOE ou du CME. Avec des dérivés que la Suisse a émis, ou des dérivés que la Suède a émis, ou avec des dérivés que le Japon a émis. Rien ne les empêche lorsque vous êtes un institutionnel. Même vous, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir vos comptes de trade particuliers partout dans le monde, mais vous n'avez pas... certains exchanges donnent un levier de 3 à 4 à 1, j'ai vu, mais encore, il faut vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire, mais sans avoir la possibilité de short, donc c'est-à-dire de prendre des positions vendeuses, donc de faire des ventes à découvert. Maintenant, on reste en Russie et on va s'intéresser un peu à monsieur Vladimir Poutine. Rappelez-vous qu'il voulait un crypto-rouble et maintenant le crypto-rouble voit un delay. Normalement, il voulait que tout ça soit fait. Donc, rappelez-vous, on en parlait que durant l'été 2016, enfin octobre 2016, il avait mandaté réellement qu'il y ait une réforme
au niveau des cryptos, régulation des cryptos, régulation de l'activité minière, qu'on donne un statut au Bitcoin et qui est une législation, donc il y a des lois qui soient passées au niveau de la taxe, donc taxe sur l'activité minière, taxe sur les cryptos, sur le trading des cryptos, des plus-values, ainsi de suite. Et en plus de ça, ils voulaient aussi avoir les plans concrets d'un crypto-rouble pour juillet 2018, mais apparemment cela, comme leur dit l'article ici, au niveau de la Banque centrale, il y a un delay, donc ils ont tout remis à 2019. Pourquoi? Comme ils disent, pour eux, il y a beaucoup de personnes qui pourraient utiliser ça pour des activités criminelles, vu qu'ils ne sont pas encore au point au niveau de leur blockchain et au point au niveau de la régulation. Donc pour eux, il y a beaucoup de personnes qui peuvent utiliser ça pour des fraudes. Mais là, je vous dis que la Russie en a besoin. C'est vital pour la Russie et c'est vital pour son économie. Pourquoi? Vu que la Russie est en train de souffrir des sanctions internationales, principalement de l'Europe et ainsi de suite. La Russie a comme premier partenaire de trade, donc la Chine. Donc principalement, qu'est-ce que la Russie a? Ce côté agriculture est principalement le pétrole. C'est le premier exportateur du pétrole. Un pays non OPEP, bien sûr, mais ils sont à la tête du pétrole avec près de 11 millions de barils. Et ils ont accepté des accords pour rabaisser la production de barils journalière avec les membres de l'OPEP ont décidé de réduire cela. Donc principalement avec l'Arabie Saoudite et le Nigeria à la tête. Mais maintenant, des pays non OPEP comme la Russie avait décidé de baisser le nombre de production de barils, donc maintenant ils sont à 10 millions 500 000, un truc comme ça, et même baisser ça en dessous des 10 millions, donc ça c'est des accords qu'ils sont en train d'avoir, mais principalement tous leurs barils, ça passe juste la frontière et ça va en Chine. Mais maintenant pour faire tous ces business-là, comme ils disent ici dans l'article, en plus d'avoir ce crypto-rouble, ils penseraient avoir une crypto pour le trade qu'ils font avec les pays de l'ex-URSS, donc Ukraine, tous ces pays-là, donc tous les pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, et bien sûr aussi avoir de la monnaie pour les BRICS. Donc les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avoir une crypto pour eux et qui leur permettrait de continuer leur trade international. Ok, donc ça, c'est la chose. Et là, comme vous voyez dans l'article un peu plus bas, tout ça est reporté à deuxième semestre 2019. Donc la deuxième moitié, on va dire été 2019. Et là, on va terminer notre tour d'horizon global par Israël. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Là, vous voyez qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi en Israël, surtout avec le Stock Exchange, donc la bourse de Tel Aviv, qui ne voulait plus lister les compagnies qui étaient en relation avec les cryptos et le blockchain, et ainsi de suite. Mais maintenant, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un plan de taxes pour les ICOs. On va pas bannir les ICOs, on va y participer, mais chaque compagnie, donc chaque startup qui viendrait avec un projet qui va émettre une ICO, nous on va être là pour pouvoir taxer cela. Et donc ça, c'est un moyen qu'ils ont trouvé d'être favorable aux ICO, de permettre l'activité de ICO. Et à partir du moment où il y a des taxes, donc, vous voyez que ça va dissuader ceux qui ont envie d'avoir des projets frauduleux. Pourquoi? Parce que ça va être un peu plus difficile pour bouger. Donc, ça, ce sont des régulations indirectes. Donc, c'est une manière de dire, tiens, on va pas venir vous foutre en l'air de business, mais on a un œil sur vous. Et si réellement, vous faites ce que vous dites que vous allez faire, là, il y a une partie qui vient pour nous. Donc, vous avez intérêt à bien faire les choses si vous voulez réellement comment dirais-je, lever des fonds. Et on sera derrière vous pour ça. Donc là, d'un côté, ça fait cela. Ou bien, il faut bouger ailleurs dans des endroits où il n'y a pas, comment dirais-je, autant de régulation. Mais vous voyez que c'est ça le problème. Quand on parle des ICOs, quand on parle des cryptos et ainsi de suite, il n'y a rien qui est unifié. Donc ça va être dur qu'il y ait une utilité pour ces cryptos au niveau, on va dire, au niveau universel, donc au niveau global. Pourquoi? Comme vous voyez, chaque région du monde, chaque continent et même chaque pays, même aux États-Unis, chaque État a sa propre politique de régulation. Donc là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas quelque chose qui va être unifié. Et tant qu'on n'a pas quelque chose qui est unifié, ça va être compliqué. Oui, moi ici, je peux utiliser du Bitcoin, mais imagine-toi, je voyage dans un autre pays et que moi, j'ai ma carte Visa Bitcoin et j'arrive dans un pays, on me dit, non, tiens, monsieur, tu peux pas payer avec ça. Qu'est-ce que je fais? Et maintenant, si on est dans un monde qui est cashless, donc vous voyez que ça, c'est un gros problème. Là, je ne parle que du Bitcoin, mais imaginez-vous les cryptos et imaginez-vous aussi pour les entreprises et les startups qui voudraient lever des fonds. Donc, c'est ICO, c'est problématique. Donc, ça, c'est ça. Donc là, je vous laisse vraiment une dernière question que vous allez devoir soulever et à laquelle vous allez devoir répondre vous-même. OK? Donc voilà, ici on va arrêter ici, donc ça fait déjà quand même moins d'une heure. Je sais que votre samedi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez que là, j'ai quand même essayé d'aller bien rapidement en matière. Donc on a vu le côté global. En Afrique, il n'y avait rien de spécial. On a vu les USA, on a vu les Amériques, on a vu tout ce qui s'est passé en Asie, on a terminé par l'Europe. Et demain, en plus du Bitcoin trading, ainsi de suite, on va regarder tout ce qui est banquier et institutions pour voir, parce que là, il y a pas mal de choses aussi qui se sont passées. Donc, vous voyez qu'on a encore pas mal de vidéos et pas mal de choses à voir au niveau des banquiers et des institutions, plus le Bitcoin Cash et surtout ici,
La première chose très importante demain, rappelez-vous, on était toujours en train d'en parler au niveau de quoi? Des contrats futurs. Et là, comme vous voyez ici, hein, donc First Bitcoin Futures Contract settles at 10,900 and the bears won. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les bears, ce sont les vendeurs. On dit que les vendeurs ont gagné le premier round. Rappelez-vous, le Bitcoin était à 20 000. Et ils l'ont ramené jusqu'à 10 000. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont gagné le premier round. Donc ici, vous voyez bien que ceux, dès qu'ils ont eu les contrats futurs, on va dire leur intérêt pour eux, ils ont capitalisé à la baisse. Donc c'est ça que vous devez retenir ici. Rappelez-vous, c'était catastrophique. Moi, j'ai eu énormément de clients cette semaine-ci. C'était catastrophique pour les portefeuilles qui avaient... j'ai dû fermer des positions rapidos et comment dirais-je, maintenir quand même. Donc comme je dis, quand je dis catastrophique, c'était quoi? La panique. Prendre des décisions rapides, mais je le dis, on est toujours donc on est toujours dans le vert, dans la performance. On a commencé 2018 dans le vert, on se maintient dans le vert. Ok, donc on est toujours dans le vert. Quand je dis catastrophique, c'est qu'est-ce qu'il faut faire au moment même. Donc il y a beaucoup de personnes qui paniquent, qui lorsqu'elles sont en train de voir ça, elles ne savent pas quoi faire. Mais là, il faut agir avec du sang-froid. Donc s'il faut couper une position avec une perte ou quoi que ce soit, on la coupe. Si on est en train de gagner 75 et que nos gains de 75 sont tombés à 25, on coupe et on est content. On est à 25. Pour ceux qui sont avec moi, vous connaissez, vous savez c'est quoi le 90-90-90. Donc voilà, nous on n'est pas dans les 90 perdants, on est dans les 10% gagnants. Donc tant qu'on a gagné 5, 10, 15, 20, 25, on est gagnant. Donc on reste gagnant, mais la chose c'est quoi? Pourquoi il y a eu beaucoup de panique? Prendre la décision au moment H. Donc avoir le sang-froid de dire tiens, je coupe cette position, ça y est, c'est fait, next. Et c'est ça la chose. Ok? Donc ça c'est pour ceux qui ne peuvent qu'acheter, acheter bas, vendre haut. Et lorsqu'on arrive haut et qu'on descend fortement, ben à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie et on reste tranquille. C'est ça. Donc c'est à ça dont je suis en train de me référer. Mais maintenant, allons de l'autre côté, comme je vous disais, à Wall Street, maintenant, ils ont des contrats futurs qui leur permettent à eux de capitaliser sur les mouvements baissiers. Donc ici, en gros, ils ont une capitalisation, donc ils ont pu capitaliser sur un mouvement de 10 000 $ à la baisse. Ok? Donc sachez-le que dans ce que vous voyez ici, vous avez bien vu que les bears, donc c'est-à-dire les vendeurs, ont gagné. Donc, ils ont pu gagner dans la vente à découvert de ce contrat allant de 20 000 à 10 000. Et c'est un contrat à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le contrat est arrivé à son échéance. Donc, à l'échéance, c'est quoi? Ils ont capitalisé sur le mouvement baissier. Et en plus, ceux qui avaient les contrats, donc ceux qui avaient acheté, n'ont pas reçu un Bitcoin, mais ils ont reçu la contrepartie. Donc, la contrepartie, c'est quoi? La valeur du Bitcoin en fiat. Donc, ceux qui étaient acheteurs, eh ben, au lieu qu'on leur verse 20 000 dans leur compte, on leur a versé 10 900 dans leur compte. Mais ceux qui ont pris la position baissière, donc ils peuvent prendre les deux, ils peuvent être à l'achat et à la vente. D'un côté, on leur a versé 10 900 dans leur compte, et d'un autre côté, ils ont pu faire gagner aussi 10 000 $ à la baisse. Donc ils ont maximisé leur gain au maximum. Je sais que c'est très technique, même ce que je viens de dire, ça peut paraître du martien pour ceux qui sont en train d'écouter, mais comme je dis encore une fois, il faut comprendre les mécanismes. Lorsque vous allez comprendre les mécanismes et savoir comment est-ce que vous pouvez profiter à la hausse et à la baisse. Et ça, c'est un dérivé, ce qui fait qu'on a du levier qui va avec. Donc, on dépose une partie en marge initiale pour avoir accès à cela. Donc, si on a un 10% de marge, donc vous voyez que si moi, j'ai envie de rentrer dans une position et acheter à 10 900, mettre 10% ici, ça me fait exactement mettre 1090. Donc, je dépose 1090 et les 9000 restants sont, on va dire, les 90% restants sont financés par la boîte. Ouais, donc là, moi, ça me permet de quoi? D'aller encore opérer avec d'autres actifs. Mais bon, ça, c'est tout un autre débat. Il faut comprendre cela. OK? Donc là, demain, on va donner tout le côté, donc tout le reste banquier d'institution et plus le Bitcoin Cash. Et en plus de ça aussi, on va faire le Bitcoin Trading. Donc, sûrement, il y aura 2 vidéos différentes afin, comment dirais-je, de ne pas avoir trop d'informations dans une vidéo. Comme ça, vous la regardez tranquillement. Ce sont des vidéos, elles sont sur YouTube et elles ne vont aller nulle part. Vous avez vu, on a beaucoup de choses en archive. Lorsque vous allez avoir le temps, vous le regardez vous-même à votre propre discrétion. OK? Donc, voilà. Maintenant, revenons ici et revenons au début. Encore une fois, pour tous ceux qui veulent aller de l'avant et qui veulent participer à ce genre de choses, donc si vous êtes un novice, vous avez eu, surtout cette semaine, si vous avez pas mal de problèmes, vous vous rendez compte que vous avez des lacunes, qu'il vous manque des choses, vous avez ici les vidéos modules, donc au www.jctube.com, et ne vous inquiétez pas, comme toujours, les liens seront dans la description de vidéo, ici sur YouTube, donc vous avez les vidéos modules ici. Vous avez les consulting one-on-one et vous avez ici le pack complet, donc le CryptoTech Portfolio, comme vous avez vu dans la vidéo au début, avec les clients coachés, c'est tous les clients qui sont en consulting privé et qui participent au CryptoTech Portfolio. Donc là, on a nos réunions, donc bien sûr, pour ceux qui sont hispanophones, ceux qui sont ici en Espagne, on se réunit et on est là, on réfléchit, donc on est en contact tout le temps. Et on se réunit, vous voyez, une fois par semaine. Là, c'est le moment où il y a ce consulting, on va dire, vis-à-vis, tête à tête, et on le fait d'une manière décontractée. Et voilà, donc il y a les Global Crypto Research. J'ai vu encore que cette semaine-ci, il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues et qui avaient
qui sont venus, comment dire, acheter les Global Crypto Research. Donc là, vous avez vu qu'il y a à l'unité ou souscription annuelle. Donc annuel, donc c'est 4, donc 5, puisqu'on a le dernier trimestre 2017. Donc déjà, le premier, c'était quoi? 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Donc quelque chose de très costaud. Et le prochain qui va arriver, donc oui, il y a le Q1, donc on l'a donné, c'est celui qu'on a donné. Donc décembre, janvier, donc décembre 2017, janvier 2018, c'est le premier qui a été fait. Maintenant, le prochain qui va arriver fin mars et fin juin et fin septembre. Donc là, le prochain pour fin mars, donc mars, avril 2018, ça va être quelque chose de très, très, très lourd. Là, je pense qu'on va aller, je pense, aux 20 heures de vidéo, sérieusement, parce qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à analyser. Donc, ça va être terrible. Donc, personnellement, bah voilà, il y a de la valeur qui est ajoutée. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont déjà commenté, qui m'ont donné des retours positifs par rapport à cela. Donc, voilà, vous avez une adresse. L'adresse, vous l'avez là. Dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. Buy Now directement redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et une fois que vous êtes sur cette plateforme de paiement sécurisée, bah, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire. Ben, c'est quoi? On va attendre que PayPal soit là. Voilà, PayPal est là. Donc, vous mettez vos informations. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est un numéro de téléphone portable pour être en contact avec vous directement au cas où il y a un souci. Et une adresse email, bien sûr, au cas où il y a un souci aussi. Mais principalement, pourquoi? Vu que vous me donnez votre adresse email, ben moi, directement, je peux vous partager les playlists privées. Et ensuite, vous êtes actualisé dès qu'il y a des nouveautés qui sont rajoutées. Et bien sûr aussi, tous les documents PDF et Google Docs vont vous être partagés. OK? Donc voilà, au www.jctum.com et dans la description de vidéo, vous allez avoir tous les liens qui vont vous ramener vers cela. Donc ici, on a terminé la partie 1 de ce crypto rapport spécial Bitcoin. Demain, on va faire le Bitcoin trading. Donc, je pense que je vais faire ça sur 2 vidéos, comme ça va être mieux. On va séparer le trading de tout ce qui est news. Il y aura le Bitcoin trading dans la matinée. Et dans la soirée, on aura la deuxième partie avec ce que je n'ai pas donné donc, au niveau des institutions. Donc, banquiers, institutions et ainsi de suite de Wall Street. OK? Donc là, on se retrouve demain. Demain, 2 émissions. Crypto trading, enfin Bitcoin trading, donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, ainsi de suite. On va regarder aussi les dérivés du Bitcoin, donc GBTC, BRR, XRB, non, XTB1. Donc les contrats futurs et pas mal d'autres choses. OK? Et bien sûr aussi, je vous dis déjà, il y a eu un nouvel ETF qui a été lancé. Maintenant, il y a un ETF blockchain. Donc on va regarder ces choses-là. OK? Donc allez, vous passez un bon samedi, excellent week-end et on se retrouve demain, dimanche. Merci. Bye bye.